Bienvenue sur ce retour d'expérience d'e-voyageur SNCF sur l'utilisation d'un produit AWS qui s'appelle Service Catalog, où je vais essayer de vous montrer comment, grâce à ce produit, nous avons permis à nos développeurs de gérer leur propre infrastructure, tout en garantissant un système d'information sur AWS qui soit cohérent et en respect de nos normes pour la partie financière, FinOps, et la sécurité, bien entendu. Je vous propose le déroulé suivant. Donc, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes, e-voyageurs SNCF. Vous connaissez peut-être pas tous. On fera un petit retour en arrière d'il y a 2 ans et demi, quand cette aventure a commencé, pour vous expliquer quel était le contexte de départ et qu'est-ce qui nous a amené à choisir Service Catalog. On fera un petit point sur l'infrastructure as code, bien entendu, vu qu'on parle de cloud. Je vous présenterai le produit Service Catalog. À un moment, il faut quand même faire de la démo entre les slides. Donc il y aura une grosse partie démo sur l'utilisation des services catalogues et de ce qu'on peut en faire. Les fonctionnalités qui sont disponibles dans le produit que nous n'exploitons pas chez eVoyageur SNCF, et comment on utilise ce service à l'échelle au sein d'une organisation AWS. On parlera un peu d'argent et de FinOps, il faut toujours en parler, les limites du produit, et on fera un rapide bilan. Enfin, je ferai un rapide bilan de l'utilisation du produit et de ce qu'on va en faire à l'avenir. Donc, eVoyageur SNCF, pour ceux qui ne connaissent pas, nous nous appelions avant voyagesncf.com. Donc, notre cœur de métier, c'est le site Oui SNCF sur lequel vous pouvez acheter vos billets de train, vous connaissez sans doute. Un autre de nos assets clés, c'est ce qu'on appelle l'assistant SNCF, ce qui est l'application SNCF que vous pouvez avoir sur votre portable, qui propose depuis cette semaine la réservation de taxi Uber, si vous voulez. Et un troisième asset clé qui s'appelle Rail Europe, qui est en fait la mise à disposition des billets de train européens, notamment français, pour les pays hors Europe, pour les agences de voyage hors Europe, donc Chine, États-Unis, Canada et le reste. Donc à l'heure actuelle, nous sommes 1750 collaborateurs au sein d'eVoyageur SNCF. Nous sommes répartis sur 3 sites en France, Paris, Lille et Nantes, d'où ma présence à Cloud West 2020. Et nous couvrons à peu près 30 pays grâce à Rail Europe. Pardon. Donc quelques chiffres clés sur nos applications: 40 millions de visites par mois pour l'assistant, 33 millions d'itinéraires proposés. J'ai jamais vérifié si c'était vrai sur le site Oui SNCF. Et quand même 6 millions de billets de train vendus pour des clients qui habitent hors de l'Europe sur 2019. C'est quand même un bon nombre de voyages. Un peu de contexte. Donc Starfleet, un voyage vers l'inconnu, comme beaucoup d'équipes, comme toutes les équipes chez nous, et je pense dans beaucoup de structures, notre équipe porte un petit nom issu de la culture pop. Donc nous, c'est Starfleet, la flotte de commande et d'exploration de l'univers Star Trek, à laquelle appartient l'Enterprise. Et on a choisi de s'appeler comme ça parce que, au démarrage de notre histoire, en janvier 2008, c'était une équipe qui était pluricompétente, d'une dizaine de personnes. On avait des architectes techniques plus orientés data center réseau, des architectes techniques applicatifs, des admin systèmes, des intégrateurs applicatifs. Beaucoup de profils, par contre, pas d'expérience particulière sur AWS. La plupart d'entre nous, on avait juste fait la formation architecting niveau 1 AWS, peu avant le début de sa aventure. Pour autant, AWS n'était pas inconnu chez nous. On avait déjà 2 projets qui étaient qui étaient déployés sur AWS et gérés par des équipes dédiées. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'assistant SNCF que vous pouvez avoir sur téléphone portable. Cette application qui a 6 ou 7 ans, je pense, a toujours été sur AWS. Et pour la partie Rail Europe, on a un autre projet qui était aussi créé et déployé sur AWS. Pour autant, le fait d'avoir des équipes qui travaillaient sur un projet dédié, ça ne semblait pas une façon saine de passer à l'échelle, et on pensait que ça ne résisterait pas au passage à l'échelle en multipliant les utilisateurs sur la plateforme. Donc notre mission, c'était de passer l'utilisation d'AWS au sein d'une équipe, d'une 10-15 personnes, à un niveau d'entreprise et pouvoir proposer la solution à n'importe quelle équipe de l'entreprise. On s'était fixé quelques objectifs
pour la partie produit, on voulait déléguer la création d'infrastructures. Ce que j'entends par là, c'est on voulait pas que si une équipe a besoin d'une base de données, elle doive faire appel à une autre équipe pour créer sa base de données. On voulait laisser l'autonomie aux équipes, aux feature teams chez nous. C'est une notion qui est au cœur de notre stratégie, donc on voulait conserver cette chose. On avait bien suivi les cours AWS, donc pour suivre les coûts, il faut taguer les ressources, donc on voulait que toutes les ressources créées soient taguées avec les tags qu'on avait identifiés. Et notre usine logicielle on-prem est ouverte à la contribution interne, elle a été créée quasi exclusivement par contribution de différents projets qui avaient des besoins spécifiques. Et on voulait garder cette possibilité de contribution pour les différentes équipes et ne pas les bloquer parce que l'équipe Starfleet, en l'occurrence, n'avait pas le temps de travailler sur leurs produits et leur permettre de le faire à notre place et tout en conservant une cohérence sur la solution. Donc on va aborder un peu d'IAC. Forcément, quand on commence le cloud, on passe tout de suite sur l'IAC. Alors déjà, un premier disclaimer. À mon sens, et ceci n'engage que moi, l'IAC, c'est peut-être du code, mais c'est d'abord et avant tout de l'infrastructure. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer comment faire de l'infrastructure à un développeur, ça ne posera pas de problème. Par contre, vous aurez beaucoup de mal à lui apprendre ce que c'est de l'infra, sauf exception. Si on prend le monde d'Amazon, VPC, c'est quelque chose qui est très puissant, la notion de VPC. Mais par contre, c'est très complexe à comprendre quand vous ne connaissez pas, ce qui était mon cas il y a 2 ans et demi. Et à maîtriser, c'est encore plus complexe. Je maîtrise absolument pas tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. Au bout de 2 ans et demi de travail dessus. Donc je pense qu'une personne qui ne connaît pas peut facilement faire des bêtises. Et IAM, qui est au cœur de la stratégie de sécurité chez AWS, c'est pareil, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fin, vous pouvez aller très fin dans les autorisations que vous allez donner. Par contre, on s'y perd super facilement et on a tendance à utiliser soit directement étoile, S3 étoile pour les droits, ou des policies pré-packagées par AWS qui, à mon sens, ont un seul défaut, c'est déjà, d'une part, elles ne sont pas scopées sur leur ressource, généralement la ressource c'est étoile, ou elles n'accordent que 2 types de droits, lecture ou admin. Ce qui, dans le cadre d'une entreprise, n'est pas forcément souhaitable. Et du coup, en partant de ce constat, on peut très facilement créer des failles de sécurité ou d'avoir une infrastructure instable sans aucune malice, juste par méconnaissance de la chose. Donc voilà, un petit disclaimer sur l'infra as code. Donc forcément, quand on parle d'AWS, on parle d'infra as code, on parle principalement de 2 produits qu'on a étudiés. Donc Terraform et CloudFormation. Donc petit comparatif totalement subjectif, ça peut être mis en cause, c'est mon avis personnel sur les 2 solutions. CloudFormation s'adresse qu'à AWS alors que Terraform est multi-cloud. CloudFormation me semble plus simple à prendre en main que Terraform. Après, il faut savoir que notre usine logicielle est à base de YAML principalement, donc le langage YAML ne nous pose aucun souci, on le maîtrise depuis de nombreuses années. Par contre, la mise à jour de fonctionnalités, généralement, est beaucoup plus rapide sur Terraform de par son modèle open source. Sur CloudFormation, vous êtes dépendant des équipes AWS et de leur roadmap. Et par contre, quand vous avez une mise à jour du produit, sur CloudFormation, elle est transparente, voire elle n'est pas communiquée. Vous apercevez que le fonctionnement a changé sans avoir vraiment une notif, alors que Terraform, changer de version de Terraform, ça peut être complexe. Donc voilà. Par contre, au bout de cette étude, la chose qui nous posait souci, c'est que ce soit en Terraform ou en CloudFormation, pour que vous ayez le droit de créer une ressource, il faut avoir le droit IAM de créer cette ressource. Et du coup, ça nous posait le problème suivant, c'est pourquoi une équipe irait faire de l'IAC et utiliserait CloudFormation ou Terraform pour provisionner ses produits, si elle aura le faire par la console. On sait, c'est pas bien, c'est un anti-pattern. Maintenant, si on l'autorise, ça va arriver. Et ça nous dérangeait. Donc du coup, vu qu'on était dans le principe de less privilege, le fait d'autoriser à créer n'importe quelle ressource sur le compte, ça nous posait un petit souci. Alors, sachant que dans l'équipe pluridisciplinaire, je vous ai pas dit, mais il y avait le RSSI de e-Voyageur SNCF, donc la partie sécurité n'était pas vraiment négociable dans l'absolu. Et un collègue a trouvé le game changer AWS Service Catalog. Qu'est-ce que c'est Service Catalog? Alors, c'est un produit AWS qui permet de mettre à disposition des catalogues de produits pré-packagés. Donc, c'est basé sur CloudFormation. Donc, déjà, sur le slide précédent, vous avez la réponse. On fait du CloudFormation, on ne fait pas de Terraform.
Ces produits sont standardisés. Vous mettez à disposition un template immuable et versionné. Vous pouvez avoir autant de versions que vous voulez d'un produit et gérer le cycle de vie de ces versions. C'est-à-dire que vous pouvez les déprécier, ce qui fait que les produits existants pourront être mis à jour d'une version supérieure, mais des nouveaux produits ne pourront pas être lancés dans cette version, ou carrément désactiver la version si vous êtes sûr qu'il n'y a plus de produits. Par contre, ça pose des problèmes si les produits existants, vous pouvez pas supprimer une version. Et vous pouvez contrôler l'accès au portefeuille via IAM. C'est directement au niveau du portefeuille. Vous pouvez autoriser des users, des groupes ou des rôles, comme dans tout AWS. Donc voilà. Si on parle de produits, donc comme je disais, un produit, ça comprend une à plusieurs versions. Chaque version correspond à un template CloudFormation immuable. Si vous voulez changer le template, vous pouvez le faire. Par contre, il faut supprimer la version et la recréer. Donc, ce ne sera pas exactement la même version. L'ID aura changé et ça se voit sur le produit. Et un produit peut appartenir à un ou plusieurs portefeuilles. Alors, j'emploierai les deux, désolé hein, pour la confusion des termes. Pourquoi appartenir à plusieurs portfolios? Parce qu'on peut placer des contraintes sur les produits. Je vous expliquerai les différents types de contraintes par la suite. Vous placez des contraintes par portfolio sur un produit. Donc vous pouvez très bien avoir un type de contrainte pour un portfolio sur un produit spécifique et une autre contrainte sur un autre portfolio. D'où le fait qu'on peut faire appartenir un produit à plusieurs portfolios. Les contraintes, on y vient tout de suite. C'est celle-là qui a changé tout pour nous. C'est ça le game changer. C'est la contrainte de lancement, le launch constraint. En fait, normalement dans CloudFormation, si vous lancez un template CloudFormation, c'est votre utilisateur qui le lance et c'est vos droits qui seront appliqués. La contrainte de lancement, ça va vous permettre de dire à service catalogue, non, ce produit-là, quand on va le lancer, ce n'est pas le user qui est connecté qui va le lancer ou le rôle connecté, ça sera ce rôle précis. Donc, comme vous voyez en dessous sur la capture, vous pouvez dire soit sélectionner directement un rôle sur le compte, soit entrer l'ARN du compte, ou un role name correspondant au rôle. Chez nous, ce rôle, c'est un rôle d'admin. Donc techniquement, via le service catalogue, ce rôle a le droit de faire tout ce qu'il veut. Par contre, il ne peut pas être assumé directement par un utilisateur, c'est qu'un rôle technique. Et du coup, c'est lui qui va approvisionner les ressources, donc on n'aura pas de problème de droit à ce niveau-là, lui aura le droit de tout faire. Pour autant, l'utilisateur final, lui, n'aura pas le droit de créer la ressource en question. Je vous montrerai ça pendant la démonstration. Les autres contraintes qu'on utilise, nous, la contrainte de notification, ça vous permet d'envoyer des messages SNS dans un topic SNS au cours du cycle de vie de votre produit. Donc, quand il est créé, quand le lancement est fait, quand la création est OK, quand vous faites des mises à jour, de la suppression. Et grâce à ça, on peut faire des trucs assez drôles dont je vous parlerai par la suite. La gestion des tags, alors on a deux moyens de le faire. Soit utiliser une tag librairie, qui est une option de service catalogue. Par exemple, là, j'ai une tag librairie avec un tag qui s'appelle Building Environment, une valeur développement. À partir du moment où j'associe cette tag librairie à un portfolio ou un produit, toutes les ressources créées au travers du portfolio ou du produit porteront ce tag Building Environment. Sur la doc AWS, vous verrez si vous amusez à créer des tags avec le même nom, mais vous ne les mettez pas. Vous mettez un sur le produit et un sur le portfolio. Il y a des règles de gestion pour qu'ils s'en sortent. Au final, vous aurez un tag Building Environment sur tous vos produits. Donc ça peut être intéressant si vous avez des comptes de type dev et prod, par exemple. Vous setez, comme ici, une tag librairie sur le compte de dev, et vous savez que toutes les ressources créées via le service catalogue porteront ce tag développement. Et comme on fait du template CloudFormation, si vous taguez, comme le template est immuable et les utilisateurs ne peuvent pas le toucher, vous pouvez taguer les ressources directement dans le template CloudFormation. C'est un truc qu'on utilise. Je vous montrerai comment on l'utilise par la suite. Je vous ai dit qu'il y aurait une démo. Et vu que les slides, c'est marrant, mais il faut passer à la démo. On va y passer tout de suite. Alors, petit disclaimer, bien que je vous présente ce qui fonctionne, comment ça fonctionne chez eVoyager Technologies, enfin chez eVoyager, là, je suis sur mon compte perso, pour des questions de sécurité et de confidentialité d'information. Si vous arrivez à me pirater, ça sera ma carte bleue qui paiera. Donc voilà. Donc là, je suis avec un rôle d'admin. Je suis admin sur le compte, donc le service catalogue. Si.
Ma connexion veut bien bouger. Quand vous avez un rôle d'admin, vous allez directement arriver sur la partie administration du catalogue. Donc là, je vois que j'ai deux portefeuilles, un qui s'appelle admin, un qui s'appelle product, et j'ai différents produits. Un qui me crée une application Beanstalk, des environnements Beanstalk, une base RDS Postgre, une base Redis et une enveloppe project. En termes de répartition, les applications Beanstalk, Postgre, Redis, c'est dans le portefeuille produit, et project, c'est dans le portefeuille d'admin. Qu'est-ce qui se passe si on veut créer un nouveau produit? J'ai un template ici. C'est un simple template CloudFormation, avec une petite particularité dont je vous reparlerai ici, rappelez-vous, sur l'import de valeur d'une clé qui s'appelle project name-department, pendant son sens tout à l'heure. Si vous voyez bien, ça crée un tag billing department avec cette valeur. Donc, on va créer un produit S3. Team. Choose a file. Alors version, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas forcément une version 1.0, vous pouvez mettre version initiale, vous mettez ce que vous voulez. Guidance, c'est pour si vous voulez déprécier un produit. Bon, déprécier un produit à la création, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et la partie support détail est optionnelle. Un recap. Je crée mon produit, au refresh près. J'ai mon produit S3 qui est apparu. Par contre, alors attention, petite particularité de AWS Service Catalog, il y a deux interfaces utilisateurs. L'ancienne interface, qui est celle-là, qui est sur la partie utilisation, et la partie admin, qui est sur la nouvelle interface. Je ne sais pas pourquoi, ça fait quelques mois que ça dure, je ne sais pas pourquoi ils veulent continuer, ils ne veulent pas mettre à jour la partie front. Je vois que bien que je sois admin, ici, je ne vois pas le produit S3 que je viens de créer. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, ce produit n'est associé à aucun portfolio, et c'est au niveau du portfolio qu'on donne l'accès. Mon utilisateur admin role a le droit de voir tous les portfolios, mais pour autant, il faut que j'associe le produit au portfolio. Deux façons de le faire, soit au travers du produit, soit au travers du portfolio. Donc, je vais dire que ça appartient au portfolio product. Et donc, si je retourne sur la partie produit, maintenant, je vois bien mon produit S3 qui est apparu. En l'état, si je lance en tant qu'admin role, ça va fonctionner, mon bucket va se créer. Par contre, si je passe sur le rôle pets role, qui est un rôle d'une équipe standard de développeurs, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, comme j'ai pas posé de contrainte de lancement, le produit S3 sera lancé avec le rôle de l'utilisateur connecté. Donc on va créer la contrainte de lancement tout de suite. Donc je vais créer une contrainte sur mon produit S3, contrainte de type lunch. Je vais sélectionner un rôle IAM. Voilà. Et en l'état, mon rôle s'appelle Catalogue Deployer. Ce que je vous disais, ce rôle-là est un rôle d'admin. Et donc là maintenant, si je viens sur mon rôle pets role, donc là, comme j'ai pas accès à la partie admin en tant qu'utilisateur lambda, je suis basculé directement sur l'interface utilisateur, donc l'ancienne interface. Je vais sélectionner le produit S3, donc je vois que j'ai qu'une seule version,
On peut avoir plusieurs versions, et si vous rattachez ce produit à plusieurs portfolios, vous aurez plusieurs launch options ici pour choisir dans quel portfolio vous voulez lancer le produit, et donc du coup, quelles contraintes vous allez appliquer dessus. Bon, on va l'appeler CloudWest S3. Nom du projet, Pets, et nom du bucket, Pets, CloudWest. Donc tout à l'heure, je vous montrais sur le produit le fameux tag ici, FN Import Value Project Name Department. En fait, grâce à ceci, je vais aller chercher un export qui a été fait au moment où on a créé le projet PETS, qui contient le département comptable sur lequel va être rattaché le produit. D'où le fait qu'ici, je demande le nom du projet à chaque fois, c'est juste pour garder la cohérence des informations et pouvoir taguer. Je vois mon tag Building Environment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est issu de la tag librairie. Ici, je pourrais me notifier via SNS. Là, c'est le service catalogue qui vous notifie, c'est pas la même chose que les notifs dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est directement le service catalogue qui vous dit si votre produit est dispo ou pas. Et donc voilà, mon produit est en cours de création. Derrière, c'est du CloudFormation qui tourne. Donc j'ai aussi accès à la stack CloudFormation. Qui est en cours de création. Et le fameux export dont je vous parlais, il est ici. Donc le projet PETS appartient au département production. Donc du coup, sur mon bucket S3, je devrais retrouver en Building Department un tag avec la valeur de production. Donc mon bucket est créé. Si je vais voir sur S3, je vois bien mon bucket PETS, oui, CloudWest Demo. Et Properties. Allez. Je suis désolé, j'ai des petits soucis de connexion. On va revenir à la présentation. Mince. Donc ça, c'est l'utilisation de service catalogue. Dans le cadre de la suite de la démo, j'ai un VPC existant, VPC standard avec deux zones de disponibilité, une subnet publique, subnet privé, routable, quelque chose de très normal. Et je vais venir créer un nouveau projet via un formulaire. Pourquoi un formulaire? C'est encore une fois pour laisser la place aux équipes de ne pas dépendre d'une autre équipe pour se lancer. Donc ce formulaire va invoquer une API Gateway, une lambda. La lambda va invoquer le service catalogue, lancer le produit project que vous avez vu tout à l'heure, qui lui va créer un rôle dédié au projet, donc, que les utilisateurs devront assumer, qui donnera accès au portefeuille de produits. On va créer deux security groups dans le VPC common, un main security group qui accueillera les machines de type compute, donc tout ce qui est EC2 de calcul, on les placera dans ce security group là. Quand on aura une base de données, par exemple, on viendra la positionner en plus à cet endroit-là. Et public load balancer SG, il y a un security group qui est supposé pour le subnet public pour permettre le trafic des load balancers vers le main security group. Le bucket ici étant juste un artefact pour, notamment, comme on utilise code pipeline, il faut un bucket de S3 de travail et ça évite de multiplier les buckets. Donc, si on arrive ici, CloudWest, si je lance, on dit que ça du marketing. Voilà,
ma requête a été envoyée. Si je vais dans mon service catalogue, donc ici vous avez accès à la liste des produits provisionnés, vous pouvez voir soit l'utilisateur courant, le rôle de l'utilisateur courant, et vous pouvez aussi voir au niveau account tous les produits provisionnés, et donc vous voyez que le CloudWest Project est en cours de création. Ah, bon. Ah oui, forcément. En fait, en tant que pets role, je n'ai pas le droit d'aller voir les produits que j'ai pas provisionnés moi-même. J'ai juste accès à la liste. C'est pour ça l'erreur. Si je passe en admin, hop, voilà. Je vois bien que le produit est en cours, il va se créer. Donc voilà. Et du coup, mon projet CloudWest aura accès au portefeuille pour lancer ses produits. Donc ça c'est bien, mais c'est limité en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devez recréer vos produits, ainsi de suite. Comment on peut aller plus loin? J'ai une application, chat ou chien, qui est l'application de démonstration Docker Compose qui vous permet de choisir, de voter entre chien ou chat. Sur la partie vote, c'est envoyé dans une base, dans un cache Redis, un worker collecte les votes, les enregistre dans une base Postgre, et vous avez une application de visualisation de résultats pour voir quels sont les votes. Une application très simple. Quand vous faites du Docker Compose, tout est de forme sur le conteneur, y compris le Redis et le Postgre. Là, on est sur AWS, donc ce serait bien d'avoir un vrai cache, une vraie base. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un repo code commit qui contient mon code. Dessus, j'ai un trigger sur le cycle de vie des branches qui déclenche une fonction lambda. Cette fonction lambda va lancer un template CloudFormation qui est là, dont je vous montrerai juste après. Ce template, ce qu'il va créer, c'est qu'il va créer invoquer des produits service catalogue. Il va provisionner des produits. Il va provisionner une Beanstalk app pour accueillir les deux environnements Beanstalk, Volt et Result. Il va provisionner un cache Redis, une base de données RDS, et il va créer un code pipeline qui va déployer ma branche sur l'environnement et je pourrais tester. Alors là, toutes mes excuses, j'aurais dû le faire avant, avant le talk, j'ai complètement oublié. Parce que ça prend à peu près une 15-20 minutes. Donc je vais le lancer maintenant et j'espère qu'on le verra avant la fin de la démonstration. Pets. Donc voilà, j'ai créé ma branche, le process va se lancer tout seul. Si je regarde vite fait le template qui est fait, donc je vois bien que j'invoque des CloudFormation Provisioned Product de Service Catalogue. Le produit s'appelle Beanstalk Application, je vais invoquer la version 1.0 en lui passant ces paramètres-là, et ainsi de suite. Backconf, les deux environnements front et result, le cache Redis, la base PostgreSQL, et ici mon pipeline. En parallèle, ça m'envoie une notif dans Slack qui me dit, qui me prévient que mon environnement sera bientôt disponible. Donc voilà, donc on y reviendra si il y a un peu de chance, ça sera terminé avant la fin du talk. Les autres fonctionnalités qui existent dans le produit qu'on nous n'utilise pas, les contraintes de paramètres. En fait, vous pouvez placer une contrainte, celle que vous avez ici. Elle va prendre la valeur de environment type, qui est le type d'environnement en français. Si cet environment type a la valeur test, alors on va autoriser sur EBFlavor, le type d'instance ici, à avoir simplement des instances de type T3. Donc T3A micro, small, medium. Et du coup, vous voyez que quand je passe de isoprod où je vois des M5 à test, je ne vois plus que des T3. Dans les faits. Hop. Hop.
Donc si je lance un environnement, ici, je vois bien que j'ai mes M5 qui sont disponibles, mes T3 disponibles. Si je passe en mode test, magie, j'ai plus les versions M5 qui sont disponibles. Pareil, je suis en test, donc du coup, je vais forcer l'utilisation de spot instance. Par contre, si je repasse en isoprod ou en prod, à ce moment-là, je peux choisir des spots ou pas, et je peux choisir du M5. Nous, on l'utilise pas, mais ça peut être pratique pour pouvoir gérer les produits, notamment comme un produit peut appartenir à plusieurs portfolios, vous pouvez très bien avoir une contrainte de lancement sur un portfolio dit dev où vous allez forcer ces valeurs, et sur un portfolio prod, vous ne mettez pas les contraintes. Voilà. Ça peut être une utilisation, c'est assez sympathique. La contrainte de tag, ça, c'est quand vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai lancé le produit, on avait le Cost Environment Development qui était CT. Si vous activez ce champ-là, en fait, ça vous permet de modifier ces tags à la volée. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Je suis pas forcément pour. Si on crée une tag libraire avec les valeurs, c'est pas pour les CT, mais why not? Autre contrainte, alors qui est actuellement en bêta, la contrainte de stack set. Donc c'est ce qui vous permet de lancer un produit en tant que stack set. Donc une stack set, c'est une façon dans CloudFormation d'exécuter un template sur un compte distant au sein d'une organisation. Donc du coup, vous pouvez créer votre produit sur plusieurs comptes et plusieurs régions sur chaque compte. Je pense que ça a une utilité si vous faites une account factory via le service catalogue. Vous pouvez très bien imaginer de pouvoir initialiser un compte distant via le service catalogue en rajoutant ce compte-là sur la contrainte de stack set. Quand vous exécutez le produit, automatiquement, il sera mis à jour. Encore une fois, c'est en bêta, donc je sais pas, j'ai pas eu le temps d'essayer, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc, si on parlait d'organisation, parce que là, ce que vous avez vu, une chose que j'avais pas précisé, c'est que le service catalogue est disponible sur une région d'un compte. Si vous avez plusieurs régions, il faudra déployer plusieurs services catalogues différents. Du coup, quand on est dans une cadre d'une organisation avec plein de comptes, comment on fait pour déployer ces comptes? Notre première version, c'était celle-là. On avait un compte d'administration, on avait un service catalogue, il y a une fonctionnalité qui est très bien sur le service catalogue, ça s'appelle le partage de portefeuille. C'est-à-dire que vous pouvez donner accès à un compte client au portefeuille du compte d'administration pour faire un modèle hub and spoke. Vous avez un compte central qui contient les portfolios et tous les autres comptes, en fait, ne font que accepter le partage du portfolio. Quand on avait ça, on avait un problème avec la contrainte de lancement, parce que quand on acceptait le partage sur le compte client, c'était l'ARN de la contrainte de lancement du compte d'administration qui était utilisé. Or, sur le compte client, le rôle n'avait pas spécialement de droit, donc ça plantait. La solution, c'était de créer un portfolio local, important les produits du service du portfolio distant, en créant une contrainte de lancement locale. Le problème de cette méthode, c'est qu'à ce moment-là, tout ce qui était service catalogue, donc CloudFormation, ça n'existait pas, donc c'était à base de custom resources, soit des lambda, et c'était pas super maintenable. On est passé à un autre modèle, le déploiement via StackSet. Donc maintenant, tout est disponible dans CloudFormation pour créer du service catalogue, provisionner des produits, créer des portfolios, les relier, créer des contraintes, tout est possible. Et du coup, maintenant, on utilise ce modèle-là. On a un compte d'administration qui pilote des StackSet, et on a une StackSet portfolio, catalogue, qui est déployé sur tous les comptes de l'organisation, voire sur différentes régions sur chaque compte de l'organisation. Ça marche très bien, c'est très fonctionnel comme ça. Et à reInvent, AWS a sorti, à reInvent 2019, AWS a sorti la catalogue Factory, en fait, qui s'appuie sur sur la première version que je vous ai donnée, sur le partage de portfolio entre différents comptes et différentes régions. Et en fait, il gère tout seul, via des descripteurs YAML, vos différents produits, ces différentes versions. Vous pouvez les passer en déprécié, les remettre en ligne, les supprimer, ainsi de suite. Actuellement, c'est un produit qui est encore jeune, vu qu'il a à peu près 6 mois, enfin, publiquement depuis 6 mois. Je lui trouve un défaut majeur
enfin, en tout cas qui n'est pas adapté à notre fonctionnement au sein d'Ivoyager Technologies, c'est que chaque produit est représenté par un repo, code commit ou GitHub, et chaque version de produit est représentée par une branche de ce repo. Et comme ça utilise Code Pipeline et que Code Pipeline ne sait pas gérer une multibranche, quand vous allez déployer différentes versions de votre produit, vous aurez un pipeline par branche de votre repo. Et donc, si vous avez 50 produits avec chacun 3 versions, bah, ça vous fait 150 pipelines. Ça vous fait 50 repos et 150 pipelines. C'est un peu consommateur en ressources. Je pense qu'il y aura moyen de l'optimiser en changeant un peu le modèle, mais voilà. Mais sinon, ça marche super bien. Et comme vous avez vu sur le slide contrainte de lancement, maintenant, on n'est plus obligé de spécifier l'ARN du rôle de la contrainte, mais juste son nom. Et si votre rôle existe dans le compte cible, quand il va déployer sur le compte cible, c'est celui-là qui sera utilisé. Donc du coup, il n'y a plus cette histoire de recréer le portefeuille local pour surgir la contrainte de lancement, celle qui est sur le compte hub fonctionne sur tous les comptes Spoke. Donc c'est plutôt cool. Ce que je vous ai dit qu'on voulait ouvrir l'open source interne, pour autant, je vous ai dit que les utilisateurs n'avaient pas lancé directement, de créer directement les ressources, mais qu'ils devaient passer par le service catalogue. Enfin, l'open source, c'est pas tip top pour qu'ils puissent contribuer. Parce que du coup, si c'est un nouveau produit qu'ils veulent utiliser, ils n'ont aucun droit dessus, donc ils ne pourront pas l'instancier, donc pas tester leur template CloudFormation, voilà, on tourne en rond. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un compte spécifique d'organisation qui est une sandbox, où moyennant quelques restrictions, tous les utilisateurs sont admins, ils peuvent tester ce qu'ils veulent. Et du coup, en fait, on a monté notre catalogue sur cette sandbox pour que les utilisateurs qui nous demandent le droit puissent contribuer et modifier les produits, en créer. On a 5 ou 6 produits qui ont été créés par des personnes en dehors de l'équipe, voire on a des produits qui ont été créés par des stagiaires directement, qui ont fini leur stage. Et nous, dans ce cas-là, nous ne servons juste à garantir la cohérence du produit proposé qui reste dans les clous de ce qu'on a déjà fait. Et on a un devoir de vérifier tout ce qui est sécurité, notamment au niveau réseau. Si le template touche à des security groups ou des root tables, on va regarder ce qui se passe vraiment pour pas ouvrir des choses n'importe comment. Et sur IAM, pour éviter qu'il y ait des droits étoiles qui soient posés de manière un peu péremptoire. Donc voilà, donc du coup, notre catalogue est bien en open source interne et ça marche vu qu'on a des contributions. Si on parle FinOps maintenant, alors le modèle de facturation de Service Catalogue a changé début mai. Donc comme toujours, vous avez un free tier de 1000 appels à l'API et maintenant c'est 0,07 centimes par appel. Ça peut paraître pas très cher, mais après, il faut prendre conscience que créer un portefeuille et un produit, ça va être 4 appels en fait. Vous allez avoir un appel pour créer le portefeuille, un appel pour créer le produit et 2 appels quand vous allez faire la liaison entre les deux. Donc du coup, créer ces deux choses-là, ça vous fait 0,28 centimes. 0,28 cents. Quand vous voulez provisionner un produit, en fait, pour arriver jusqu'au formulaire que vous allez remplir, celui où je vous montrais le test ISOPROD et ainsi de suite, ça fait 4 appels en fait à l'API au total. Vous pouvez amuser à les compter, ça en fait bien 4. Et quand vous allez faire le lancement, ça va faire un 5e appel. Donc du coup, chaque lancement de produit via la console vous coûte 0,35 centimes. C'est pas très cher, mais voilà, ça a un certain coût. Si on parle chiffres chez Evolver Technologies, à l'heure actuelle, on a à peu près 40 produits au catalogue, entre 35 et 40. On a 1000 produits provisionnés par mois entre les produits qui sont là depuis très longtemps, qui sont en production, et les équipes qui utilisent le principe qui est en train de tourner pour créer des environnements éphémères. Ça fait environ 1000 produits sur une cinquantaine de projets. Et pour le mois de mai 2020, sur l'ensemble de l'organisation, ça nous a coûté moins de $100 l'utilisation de Service Catalogue. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un produit coûteux, si tant est qu'on maîtrise les appels API. Les limites du produit. Alors, la première limite, c'est CloudFormation. Parce qu'en fait, tout n'est pas possible via CloudFormation. Il y a des ressources que vous ne pouvez pas créer, donc ça va vous devoir utiliser des custom ressources. Hier, à la WS Summit, j'ai découvert le CloudFormation Registry qui pourrait répondre à ce problème-là. Mais en tout état de cause, les custom ressources, c'est des lambda, c'est puissant parce que vous faites appel en fait directement au SDK, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par contre, c'est compliqué à créer, c'est compliqué à débugger. Il y a des helpers qui existent, mais quand vous êtes en phase, vous êtes trompé sur le delete, et que votre lambda n'envoie pas la réponse que CloudFormation attend, vous devez attendre 2 heures que votre stack tombe en erreur pour continuer. Donc en termes de développement, c'est pas l'idéal.
Les produits hautement intégrés, comme c'est un catalogue que vous allez mettre à disposition, ça nécessite de rendre vos produits génériques. Une base de données, vous allez jusqu'à proposer la base, par contre, vous ne ferez pas le chargement du schéma applicatif dedans, par exemple. Quand votre template CloudFormation est un peu trop proche de l'appli, notamment DynamoDB, vous allez déclarer vos partition keys, vos sort keys. SAM, Serverless Application Model, vous allez déclarer votre application serverless. API Gateway, vous allez déclarer vos différents passes. Ça, à rendre générique, soit c'est impossible, soit ça va être très compliqué, ça va faire des modèles qui seront complètement tordus avec des ifs dans tous les sens. Donc voilà, donc ça serait contre-productif de créer un template pour ça, donc du coup, il faut trouver un autre modèle. Par contre, surtout ce qui est packageable en produit clé en main, produit sur étagère, ça marche super bien. Le suivi au sein d'une organisation, comme je vous disais, nous, on gère plusieurs comptes, on a une cinquantaine de comptes, je pense, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans tous vos comptes, vu que chaque portfolio, le catalogue est propre à une région et sur un compte. Si vous gérez, nous, actuellement, on gère qu'une seule région, on va passer bientôt à deux. Vous avez 2 catalogues par région pour savoir tous les produits prisonniers. Il n'y a pas d'outil à l'heure actuelle sur le service catalogue qui vous permet de centraliser cette vision. Du coup, il faut une solution personnalisée. Quand je vous parlais des contraintes de lancement, les contraintes de notification de tout à l'heure, ça peut servir à ça. Notamment en utilisant un schéma classique Amazon SNS SQS Lambda, vous trappez tous les événements service catalogue et vous enregistrez dans une base DynamoDB tout ce qui est produit avec les métadonnées. Par exemple, si on va voir, vu que c'est en place, Dynamo. J'ai une table où j'ai tous mes produits qui ont été créés, qui sont enregistrés. Voilà. Donc là, j'ai stocké assez peu d'informations, mais on peut imaginer stocker la version de produit, l'équipe qui l'a lancé, ainsi de suite. Et ici, vous voyez que j'ai un champ actif true false. Tous les produits qui ont été supprimés en le champ actif à false, ça c'est pour regarder l'historique, pour pouvoir tirer les KPI d'utilisation, par exemple. À noter que votre SNS SQS lambda, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le compte où est le service catalogue, vous pouvez le mettre sur un compte distant pour centraliser les informations. Et c'est ce qu'on a fait. Par contre, attention à ce genre d'utilisation. Quand vous allez faire du retrieve d'informations dans la lambda sur le service catalogue, c'est des appels API que vous allez payer. Donc du coup, voilà, c'est des appels à payer en plus. Il faut juste faire attention de ne pas faire tourner ce truc-là trop souvent ou être trop gourmand en appels, sinon ça peut très vite chiffrer. Le bilan, donc après un peu plus de 2 ans d'exploitation du service catalogue, donc je vous disais, on avait des buts qui étaient de pouvoir déléguer la création d'infrastructures. Oui, les équipes sont autonomes pour créer leurs produits, voire contribuer, donc la contribution interne est aussi remplie pour pouvoir créer leurs applications. Les ressources sont taguées, oui, via le tag librairie ou via directement les templates CloudFormation avec les systèmes d'import-export, enfin d'export-import de clés valeurs dans CloudFormation. Par contre, on a quelques difficultés, donc c'est pas adapté à tous nos usages, notamment tout ce qui est Lambda, DynamoDB, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et on a un gros sujet majeur qui est la suite des mises à jour. Vous créez des produits dans différentes versions. Comment vous faites pour que les différents projets soient toujours à la dernière version majeure, mineure, à jour de vos produits? Donc ça, c'est un chantier qui est encore en réflexion chez nous. On n'a pas de solution, miracle, mais on y réfléchit. Et la prochaine étape, en fait, eVoyager Technologies, donc à l'heure actuelle, en termes de périmètre, on a à peu près 10% des applications du patrimoine applicatif de eVoyager qui tournent sur AWS. Et on est engagé sur une stratégie pour déplacer l'intégralité de nos applications sur AWS. Et du coup, notre prochaine étape, c'est savoir est-ce que le service catalogue sera utilisable et utilisé sur tout notre SI ou pas? Ou est-ce que le modèle montrera ses limites et on sera obligé de passer à autre chose? Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat.
Si vous n'avez pas de questions, vu qu'il est midi, je vous propose et que j'ai consommé mes 45 minutes de présentation qui étaient prévues. Ah, est-il compatible avec Terraform? Alors, sur Terraform, vous pouvez créer le service catalogue. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser Terraform via le service catalogue. Les produits que vous lancerez seront forcément sur CloudFormation. Et Terraform, dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a à peu près un mois, a une issue dans son backlog, on ne peut pas provisionner de produits directement via Terraform. Sur Google Cloud, non, désolé, je connais absolument pas Google Cloud. Donc je ne sais pas si c'est des équivalents. J'irai voir du côté de Terraform, je me rappelle plus du nom, il y a une société française qui propose la notion de service catalogue basée sur Terraform. J'ai plus le nom. Du coup, j'irai voir plutôt sur ce produit-là. Mais au sein de Google Cloud, il ne me semble pas qu'ils aient de langage d'infrascode natif, donc du coup, ça m'étonnerait qu'ils aient un produit équivalent. Mais ce sera intéressant de regarder. Si, c'est cycloïde. Merci Loïc, c'était ça que je cherchais. Merci à vous d'être venu voir ce talk et je vous souhaite une bonne fin de Cloud West et vu l'heure, un bon repas. Bonne fin de journée.